L'objectif, c'est de répondre à vos questions sur l'expatriation au Koweït, que vous arrivez prochainement ou que vous soyez déjà là et vous vous êtes posé les questions, ou encore des questions un petit peu critiques et auxquelles j'ai pas pris le temps de répondre directement aux personnes concernées. Première question, le Koweït est-il sûr pour les expats? Oui, même si j'ai fait des vidéos concernant le harcèlement et le besoin d'arrêter de comparer systématiquement les Émirats Arabes Unis avec leur taux de 99% avec le Koweït reste un pays sûr, un des plus sûrs du Moyen-Orient, un des plus sûrs de la zone GCC. On peut se balader la journée, on peut se balader le soir. Il y a quand même des choses à faire, des règles de bon sens. Est-ce que les femmes expatriées doivent porter un voile? Que ce soit les femmes expatriées ou pas expatriées, les femmes portent ce qu'elles veulent en fait. Si elles veulent porter un voile, elles le portent. Si elles veulent ne pas le porter, elles ne le portent pas. Vous le voyez bien dans mes vidéos, je porte pas de voile. Je ne m'habille pas comme ça avec ce pull de Noël parce que c'est une vidéo, c'est une tenue de mon quotidien. Pour aller travailler, je suis en jean, je suis en t-shirt. Quand il fait chaud, j'ai pas de réunion, je suis en jean, basket. Je peux très bien être en robe, en jupe, en tailleur. Voilà, c'est assez libre. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps, il y a quelques années maintenant. Sachez que cette vidéo sur le dress code, même si elle est très mal montée, avec un son pourri, ce que je dis à l'intérieur est toujours d'actualité aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, nous sommes le 8 décembre 2024. Est-ce que tu parles arabe maintenant? Je parlais un petit peu avant d'arriver, c'est ce qui m'a permis d'être sélectionnée en arrivant au Koweït en 2010. C'est un avantage évident quand on veut évoluer, avancer, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau carrière, que ce soit au niveau personnel. Si vous restez ici pendant 6 mois, ok, ou en touriste, ok. Si vous vous installez pendant plus d'1 an, prenez des cours. Vous avez des cours pour des débutants, pour des très 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 débutants, c'est-à-dire que vous ne savez pas du tout parler arabe. Vous avez des profs qui parlent français qui permettent de faire cette transition et de comprendre ce qui se passe autour de vous. Autre question, est-ce difficile de s'adapter à la culture koweïtienne? Moi je trouve que non. La façon dont on voit le monde n'est pas la seule façon dont il faut voir le monde, qu'il y a d'autres façons. À partir du moment où on s'intéresse un peu à la culture du pays et des gens qui nous accueillent, tout est très facile et la culture koweïtienne est beaucoup plus simple à comprendre, à assimiler et voire même pour beaucoup de points à accepter qu'on ne le pense. Bonjour, je suis algérien, je vis en Allemagne, j'ai un passeport algérien, ok. Et je veux un visa touriste, comment faire pour obtenir mon visa? Déjà merci pour ta question, c'est très gentil. Si tu as un passeport algérien et que tu vis en Allemagne, le conseil ce serait de te rendre ou de contacter directement l'ambassade du Koweït, du pays où tu résides. Donc je sais pas, j'imagine qu'ils sont à Berlin. Il n'y a pas de visa électronique, on les appelle les e-visas pour venir au Koweït dans ton cas parce que l'Algérie n'a pas signé cet accord avec le Koweït. Il faut apporter ton passeport, le passeport doit être valide pendant plus de 2 ans, il faut apporter des photos d'identité, il faut présenter un billet d'avion aller-retour et surtout, c'est là que à chaque fois ça se complique, il faut une lettre d'invitation de la part de la personne qui va t'accueillir ou de l'entreprise. Et une fois que tu as tout ça, donc tu as une entreprise qui t'invite, ne serait-ce que pour un entretien ou pour une mission de 3 semaines, il faut que tu justifies ou qu'il justifie en ton nom de la capacité à couvrir tes frais lors de ton séjour. Donc le classique relevé de compte ou une lettre qui justifie qu'ils prendront en charge tous tes frais à ton arrivée. Et avant que tu poses la question combien de temps ça prend pour obtenir ce visa, c'est comme tout au Koweït, ça dépend. Faut un petit peu de temps, mais je dirais entre 2 semaines et 3 mois, suivant ta situation et la situation de la personne ou de l'entreprise qui t'invite. Pouvez-vous nous donner une idée sur le salaire minimum à négocier avec son employeur au Koweït pour un boulot dans le oil and gas? La première chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas de salaire minimum dans le secteur privé au Koweït, mais le secteur pétrolier propose généralement des salaires plus élevés que les autres industries. La deuxième chose à savoir, c'est qu'il est important de négocier. Ça, j'en ai parlé dans une vidéo concernant le coût de la vie au Koweït. Pensez à tout négocier, y compris toutes les allocations, tous les avantages que vous allez avoir en dehors du versement de votre salaire. Pour un opérateur junior dans le secteur pétrolier, il faut compter entre 500 et 1200 KD par mois. Pour un ingénieur, que ce soit un
un débutant ou un intermédiaire, et là encore une fois, je parle des salaires des étrangers, pas des Koweïtiens, les salaires varient entre 1200 et 2500 dinars par mois, donc entre 4000, 4500 euros jusqu'à 7500 euros par mois. Et puis après, vous avez des postes seniors, vous avez des postes de superviseurs. On monte tout de suite au-dessus, parfois bien au-dessus des 3000, 3500 dinars, donc ça monte très vite au-delà des 10 000 euros par mois. Ce sont pas des salaires qui me semblent affolants parce que ce sont des métiers qui sont techniques. Parmi les choses à négocier, il y a justement le fait, si vous arrivez en famille, de pouvoir négocier une très bonne allocation logement ou la mise en place d'un logement qui permet d'accueillir toute votre famille. Et même si les gens ont tendance à vouloir être à proximité du lieu de travail, dans le cas du secteur pétrolier, j'ai envie de dire, c'est plutôt le contraire. Si vous pouvez vous en éloigner et être à proximité des écoles au sein desquelles vos enfants vont être scolarisés, c'est encore meilleur. Si vous avez justement des enfants, de pouvoir demander, faire prendre en charge la totalité des frais de scolarité de vos enfants, c'est quelque chose qui est important. Je sais pas, vous êtes dans une équipe qui vit à peu près dans le même endroit, de pouvoir bien négocier la mise en place d'un transport pour vous rendre au travail, ou mieux, un véhicule de fonction ou de service. Et il y a une chose, si vous pouvez le faire, là c'est la fête, c'est les fêtes de fin d'année, donc si vous pouvez le faire, faites-le, c'est de pouvoir négocier la mise en place de remboursement ou de prise en charge de billets d'avion pour vous et votre famille pour les différents séjours à l'étranger, vos différents congés. Dans le cadre d'un célibat géo, certains arrivent à négocier jusqu'à 3 ou 4 billets par an pour pouvoir rentrer et voir sa famille à raison de 10 jours, 2 semaines par vacances. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Des fois, on me pose la question, pourquoi j'ai disparu des réseaux sociaux? Pourquoi est-ce que je publie beaucoup moins? Pourquoi est-ce que je ne fais plus de vidéos? Ça, c'est la grande question qui est posée. C'est juste que j'ai un emploi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que je suis à la maison en pyjama et que je fais des vidéos et je prends des photos toute la journée parce que je suis une pseudo-influenceuse. Je n'influence personne, je n'influence rien du tout. Je donne des conseils à prendre ou à laisser, vous en faites ce que vous voulez. Mais j'ai un travail à temps plein et c'est très compliqué pour moi en termes d'énergie de continuer après ma première journée de travail avec cette deuxième partie que constitue YouTube, même si je l'adore. Donc il m'a fallu du temps pour planifier, organiser, anticiper, et j'ai enfin trouvé, donc depuis le mois d'octobre, j'ai commencé à mettre en place un autre système qui a l'air de fonctionner et j'arrive enfin à trouver du temps pour faire des vidéos. Voilà, c'est ça la raison. Faire des vlogs pour vous montrer la vie incroyable qu'on a au Koweït, certainement pas, parce que ma vie n'est pas incroyable, elle est simple. Quand je suis pas au travail, je suis très souvent à la maison, je crée du contenu, je fais beaucoup de dessins, je sais que certains commencent à me connaître à travers mon compte Instagram Weiko, et surtout certains logos que je crée pour des amis, pour des proches, à titre gratuit un peu partout. On commence à reconnaître ma touche dans certaines publications, sur certaines affiches. C'est hyper plaisant, hyper satisfaisant quand on est dans l'illustration de commencer à avoir sa direction artistique qui est reconnue. Ce n'est pas du tout mon travail, c'est quelque chose que j'ai envie de faire évoluer en projet pour plus tard, mais pour le moment c'est une passion. Pourquoi je dis ça, je sais plus. Ah oui, revoilà le point. C'est quoi la vie d'une étrangère ici au Koweït? C'est quoi mon quotidien? Parce que mon quotidien, c'est en plus des allergies, boulot, dodo, beaucoup de sport. Voilà, donc si vous voulez des choses par rapport au sport que je fais, je n'ai rien d'exceptionnel. Des fois, je vous partage des sorties. Quand je le fais, je le partage sur TikTok, donc vous pouvez me rejoindre sur TikTok si vous voulez. Mais voilà, l'objectif c'est de vlogger, mais de façon naturelle, et de vous montrer les choses telles qu'elles sont et pas les choses telles que les gens veulent bien vous montrer et vous faire croire. Alors, prochaine question. Ah, très intéressant. Et les esclaves? Point d'interrogation. Cette question sur les esclaves, elle soulève un sujet très intéressant, très complexe, essentiel. Il faut en parler, il ne faut pas que ce soit un sujet tabou. L'esclavage en tant qu'institution légale, elle a existé, et dans la plupart des pays du Golfe, elle a existé jusqu'aux années 60. Je sais que c'est très choquant. Maintenant, aujourd'hui, évidemment, c'est illégal, c'est condamné avec fermeté par la loi, notamment la loi koweïtienne. Maintenant, il y a des défis, il y a des choses qui sont encore à mettre en place parce que tout le monde ne respecte pas cette abolition. Et c'est inacceptable. C'est fou cette différence qu'on a. Quand on me voit moi, on dit que je suis expat. Quand on voit la même personne, mais à la peau noire, on dit que c'est un worker, c'est un travailleur.
Bon, c'est pareil, c'est un expat, il est étranger comme moi dans un pays qui nous accueille, sauf qu'en fonction de notre couleur de peau, en gros, en fonction de la couleur de notre passeport, on va être traité différemment. Et ça, c'est quelque chose qui doit être dénoncé. Et pas seulement par les Koweïtiens, pas seulement par les personnes qui sont rentrées et qui ont quitté le pays depuis des années, mais également par les personnes qui sont étrangères et qui sont là. C'est pas parce qu'on est français, c'est pas parce qu'on est américain qu'on doit se taire et qu'on doit laisser faire. C'est pas parce que on voit certaines familles faire certaines choses inadmissibles qu'il faut les imiter. C'est comme ça que se sont développées certaines guerres. Il y a eu encore des scandales il y a quelques années avec la vente d'employés de maison sur certains sites. We deal with a lot of abuse cases, like this one. She was being sold online. She was being pictured by her employer without knowing that the employer will post it online. When I see some posting like this, we immediately comment, just tell them that this is illegal. They don't realize that this is human trafficking. Nobody owns us. Dans tous les pays du GCC, y compris ici au Koweït, le trafic humain, il est dénoncé, mais il existe. Les gens me disent « Ah ouais, mais il y a quoi ?» Les visas. Voilà, la revente de visas. Quand vous voyez sur certains sites marchands, vous voyez, comment on appelle ça, l'équivalent du... comment ça s'appelle, le Bon Coin. Il y a plusieurs sites comme ça au Koweït. Voilà, vous pouvez acheter une voiture, vous pouvez acheter une poussette, vous pouvez acheter, je sais pas, un appareil photo de seconde main. Et des fois, vous avez des annonces qui vous disent si tu es en galère et tu veux un visa, contacte-nous. Des fois, il y a même les prix, donc 400 KD, 500 KD, 1200 KD, ça dépend. Le fait d'acheter son visa, déjà, c'est un délit. Mais surtout, la personne qui vous le vend, c'est quelqu'un qui peut être accusé de trafic humain. Parce que c'est ce qu'on fait littéralement quand on vend des autorisations de séjour. Il commence à y avoir des plaintes, il commence à y avoir des dossiers en justice, ça commence à être dénoncé et à être condamné. Donc moi je trouve ça très bien. C'est une des étapes pour protéger l'ensemble des habitants du pays, qu'ils soient étrangers ou pas. Quand on travaille pour un employeur à domicile, donc on est employé de maison, on est jardinier, on est cuisinier, on est chauffeur, etc. C'est très compliqué de comprendre ses droits, les faire appliquer s'ils ne sont pas appliqués, et de les dénoncer quand il y a des failles, quand il y a une maltraitance, quand il y a de la violence, quand il y a de la confiscation de documents officiels, quand il y a des salaires non payés, etc. Mais moi, ce que je dénonce, au-delà du fait de discriminer les gens et de les maltraiter en fonction de la couleur de peau et de leur passeport, c'est de voir d'autres étrangers accepter cette situation, se taire, voire pire, faire la même chose. Ça, c'est quelque chose qui m'écœure encore plus que quand ça vient de certaines familles koweïtiennes. Et contrairement à ce que certains peuvent penser, ça ne vient pas des plus riches, des plus fortunés, des plus puissants. Vous savez, l'esclavage moderne, il existe aussi dans le 8e arrondissement à Paris. C'est pas propre au Koweït, mais ça existe ici. Il faut savoir en parler, il faut savoir le dénoncer, il faut le faire de manière respectueuse. Et il faut aussi savoir taper sur les bonnes personnes et pas se concentrer sur les stéréotypes en disant les Koweïtiens, ils aiment pas ci, ils aiment pas ça. Encore une fois, il n'y a pas que les Koweïtiens, il y a aussi et surtout pas mal d'étrangers. Et ça, c'est grave, ça. Ça, c'est très très grave. Jack? Je savais que c'était lui, monte. Clochard, allez. Jack, viens là, monte. Assis. Voilà, on vous présente Jack. Oui, t'es beau. S'il te plaît, fais pas de conneries. Non, tu touches pas à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Ah oui, ça c'est une question. Je vais le faire en français et je vais le traduire en anglais. Ah, t'as pété, Jack. Oh, t'es sérieux? Foodie Beauty. Alors c'est une youtubeuse dont le contenu des vidéos consiste à manger. C'est des mukbangs, je crois que ça s'appelle. Voilà, elle fait ça et en même temps elle parle de sa vie avec son mari.
Moi, c'est pas le contenu que je regarde. C'est vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est pas mon délire. Et donc, ce commentaire dit How can Foodie Beauty renewing her tourist visa for Kuwait every 3 months? She's been living in the country for around 2 years. Every 3 months, she leaves the country, applies for a new tourist visa, and then returns to Kuwait. Can one indefinitely renew a tourist visa for Kuwait? Would very much appreciate your view on this. Le visa touriste, il est notamment pour elle, je crois qu'elle est, je sais plus si elle est américaine ou canadienne, je pense qu'elle est américaine. Donc son visa il est gratuit. Il s'obtient de façon électronique en ligne, sur place à l'aéroport à l'arrivée. Déjà c'est compliqué, c'est un budget parce que c'est à chaque fois un billet d'avion, il faut sortir du pays. C'est une solution qui est utilisée par beaucoup, notamment de conjointes qui n'arrivent pas à obtenir leur permis de conduire parce qu'elles ne travaillent pas. On peut conduire avec le permis international. Et ce permis international doit être accompagné du permis, dans le cadre d'un français par exemple, du permis français. Je ne peux pas travailler, mais je peux conduire. Alors qu'avec mon permis de travail, au cas par cas, toutes les femmes ne remplissent pas, ou même les hommes ne remplissent pas les conditions. Et donc c'est pour eux ça peut paraître débile, mais ils peuvent travailler du coup, mais ils ne peuvent pas conduire. Et vivre au Koweït sans permis de conduire, plus maintenant qu'avant, c'est un vrai challenge parce que il y a de moins en moins de personnes qui souhaitent se balader en taxi. Les taxis sont réputés pour être assez risqués, pas en termes de sûreté, de sécurité de la personne, mais en termes de sécurité de la route. J'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il y a pas d'école, il n'y a pas d'auto-école. Alors me dites pas comme j'ai entendu, mais si, il y a des gens qui te donnent des cours, etc. Ce ne sont pas des auto-écoles, des vraies auto-écoles comme on a en France, des vrais trucs avec des vraies formations, pas la formation où on te dit alors au feu rouge, je m'arrête, je ralentis ou j'accélère. Non, un vrai truc, avec un code, avec un bouquin qu'on doit apprendre, etc. Et pas 20 QCM où de toute façon si tu mets B partout, il y a des grandes chances que tu t'en sortes avec un 11 sur 20. Et donc 11 sur 20, tu l'as la théorie. Il faudra un truc sérieux. Enfin bref, du coup c'est très compliqué quand on est en famille ici de ne pas pouvoir se déplacer, d'être véhiculé, ne serait-ce qu'en cas d'urgence, voilà. Alors si en plus on doit passer notre temps à négocier les taxis, à se faire avoir avec les prix, à risquer notre vie, parce qu'on le sait tous quand on est ici, les taxis, c'est pas forcément ceux qui maîtrisent le plus le code de la route. Les bus, les bus c'est sympa, hein. Moi à part les bus pour les écoles, ça j'ai jamais compris ces mecs-là comment ils font pour être recrutés, parce que ce sont des dangers publics. Et sinon les bus réguliers, moi je les trouve très courageux, des fois un peu suicidaires, mais en général très courageux. Par contre, il faut pas être pressé pour aller à destination. Alors il y a des bus un peu plus express qui se sont développés pour les quartiers de Jabria, d'Awali, de Salmiya. Ça, je sais qu'il y a des personnes au sein de l'institut qui m'en avaient parlé et qui me l'avaient recommandé. C'est pas cher, c'est 250 fils, mais c'est pas quand on veut, c'est quand le bus arrive à l'arrêt. Et culturellement et géographiquement, c'est pas un pays qui est fait pour ça. C'est un vrai challenge de vivre ici pendant des années sans avoir le véhicule. Ça m'a l'air d'être la meilleure option pour son cas. Autre question. Après, elle revient souvent, celle-là. Est-ce que la vie en général est agréable à Kuwait City? C'est pas forcément Kuwait City, c'est de manière générale le Koweït, parce que la vie ne change pas entre Salmiya, Maboula, Bnei Delgard ou Faïl. La vie à Koweït, elle peut être très agréable. Oui, ça dépend de tes attentes, ça dépend de ce que tu veux faire. Tout le monde n'est pas fait pour vivre au Koweït et tout le monde n'est pas fait pour l'expatriation. Moi, je suis compatible pour les deux, mais il y en a qui sont pas compatibles pour les deux. Il faut être attentif à ça. Il y a l'incompatibilité de certains avec des zones qui ne sont pas vertes. Vivre dans un endroit entouré de sable, entouré de désert, avec des pics de pollution, avec une chaleur en excès à la moitié de l'année, c'est important d'en parler parce que c'est quelque chose qui peut freiner beaucoup de personnes. Le fait d'avoir une scolarité payante si tu arrives avec des enfants et tu veux leur donner le meilleur, c'est pas donné. Le fait d'avoir ces complications pour l'obtention du permis
pareil, tout le monde n'est pas capable de faire ces concessions-là. Il y a aussi la mentalité. Il y a des gens qui sont là. Moi, j'ai vu des personnes qui étaient sur place pendant des années et qui pestiféraient sur le pays pendant tout leur séjour. Je trouve ça très difficile parce que ça doit être chiant en fait à mourir de vivre dans un pays qu'on déteste, avec des gens qu'on n'aime pas, avec une culture qu'on ne supporte pas, une langue qu'on ne veut pas entendre. Et c'est comme une relation amoureuse. Si vous n'êtes pas compatible, il faut partir, faut arrêter avant que ça s'aggrave et que vous finissiez dans des faits divers, quoi. C'est pareil. L'expatriation n'est pas faite pour tout le monde, il faut l'accepter. Autre question, c'est typiquement masculin de vouloir faire de l'argent. Ça, c'est entre guillemets, c'est moi qui le dis dans une vidéo, ça je me rappelle très bien. Eh bien, réveille-toi alors. PS, ton avis sur ces propos, on s'en fiche. Alors, ça c'est du second degré que j'ai utilisé dans cette vidéo. Évidemment, je suis là pour faire de l'argent et à ma connaissance, je suis pas un garçon. Donc oui, moi je suis là pour faire du fric et je m'en cache pas. Je ne dis pas que ce mec est juste là pour faire du fric. Je dis qu'à chaque fois qu'il parle, il se concentre sur un public masculin. J'ai fait toutes les bêtises, je suis tombé dans tous les pièges de Dubaï. Donc si tu regardes cette vidéo, on va faire comme si t'étais mon petit frère. Et si t'as pour projet d'arriver ou de venir vivre ici à Dubaï dans les prochains mois, les prochaines années. Une vidéo au masculin. Bon. Si t'es une fille, tu te débrouilles, mais si t'es un garçon, je te donne des conseils. Il y a aussi des femmes qui regardent ces vidéos. Moi, j'ai beaucoup apprécié sa vidéo. Je crois que j'ai été d'accord sur tout son contenu, à l'exception du fait de partager des vidéos avec des locations de voitures où il faisait, alors je sais pas s'il fait croire ou si c'était juste pour l'esthétique, qu'il y avait des super bagnoles à Dubaï, etc. Et si tu t'en fiches, il fallait pas regarder la vidéo. En même temps, t'as pris le temps de commenter, donc c'est que tu t'en fiches pas tant que ça. Mais je pense que des fois j'utilise du second degré, enfin du 3-4e degré, les gens restent focalisés sur le sujet verbe complément. Je pense que c'est directement des attaques. Non, il y a beaucoup de second degré dans ce que je raconte, en tout cas dans mes commentaires vis-à-vis des vidéos que j'ai commentées dans le passé. Je vais continuer à le faire parce que c'est quelque chose qui intéresse pas mal de monde, en plus des vlogs, et parce que moi j'aime bien, je passe un bon moment quand je le fais. I'm a Canadian citizen, can I stay in Kuwait for 2 days and then go to another country for a few days and then come back again to Kuwait and then go back to Canada? Will I be able to get a visa on arrival twice? La réponse est simple, c'est oui, bien sûr, sauf si la loi change, mais à partir du moment où on est canadien, on fait partie des bénéficiaires du visa électronique ou du visa à l'arrivée. Il mentionne qu'il va rester à l'extérieur 2 jours avant de revenir. Aucun souci. Le seul petit souci, ça c'est un truc que les gens oublient quand ils sont là et ne le savent pas quand ils ont jamais mis les pieds au Koweït, c'est qu'il y a 2 aéroports. Et sur ces 2 aéroports, il y en a un où la section visa à l'arrivée, elle est pas là-bas, elle est dans l'autre. Et pour aller dans l'autre, il faut sortir de l'aéroport. Donc ils rejettent pas les gens, mais c'est une galère. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, avant d'arriver 2 jours avant, 3 jours avant, d'aller sur le site, là je vous le remets ici encore une fois, et de faire votre demande de visa. Et pareil, quand vous ressortez, vous refaites votre demande de visa. J'ai beaucoup de questions sur les visas touristes. Peut-être faire une vidéo d'actualité. Merci beaucoup. Merci beaucoup à quoi? Ah oui, attention aux arnaques des experts en expatriation. Ah oui, alors lui. Moi, je me suis méfiée de cet homme car il fait plein de vidéos d'experts en expatriation dans plusieurs pays. Ouais, exactement. Ce gars-là, il est un peu chelou. Il vous fait plein de vidéos en vous disant comment s'expatrier au Brésil, au Canada, là, pour le Koweït. Il y a un commentaire intéressant sur la vidéo que j'ai faite sur lui. Ce qui me fait mal, c'est un Africain. Il joue sur les personnes qui sont en détresse en Afrique. Ce sont nos propres frères qui nous ridiculisent et nous ruinent. Franchement, merci beaucoup. Effectivement, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur le racisme, l'esclavage. C'est que c'est ça le pire. C'est quand c'est entre nous en fait. La logique là, elle se perd. C'est aux vêtements. Je suis content à vous. Il y a des commentaires, j'arrive pas à les comprendre. Alors, le salaire de peintre en bâtiment, combien par mois? J'en ai aucune idée. Maintenant, je crois que
Pour des métiers de plombier, de peintre, de charpentier, c'est très sélectif en fonction de la nationalité. Parce qu'il y a un visa, je pense que c'est le visa 19, et c'est des visas entre guillemets de métiers manuels. C'est très particulier, il faut que je fasse une vidéo sur le sujet, mais tout le monde ne peut pas aspirer à avoir ce visa, sinon ce serait trop simple. Sur la dernière vidéo, il y a quelqu'un qui me met votre numéro. Vous pouvez vous économiser ce genre de commentaires, je ne partage jamais mes coordonnées. Vous avez tout ce qui est nécessaire pour me contacter et m'envoyer des questions en dessous des vidéos ou sur mon compte Instagram. Voilà pour cette session de réponse à vos commentaires. Merci beaucoup d'avoir posé toutes ces questions, de continuer à les poser. Vous pouvez continuer à le faire sur l'ensemble des vidéos. Je vais les consulter et surtout ça va faire l'objet de plusieurs vidéos. C'est comme ça que je vais pouvoir m'orienter sur les prochains sujets, même si j'en ai déjà plusieurs que je dois aborder. J'aimerais voir ce que ça donne de continuer à faire évoluer cette chaîne, puisque ça reste encore la principale pour l'expatriation. Je crois que ma chaîne YouTube est classée 4e sur 5, mais 4e c'est pas rien, 4e sur les chaînes francophones qui parlent de l'expatriation au Moyen-Orient, sachant que la numéro 1 c'est Amel Talks. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter cette vidéo. On se retrouve dans quelques jours avec un nouveau contenu et d'ici là, restez curieux, restez prudents et à très vite sur la prochaine vidéo.